Donc, le thème de la responsabilité médicale, aujourd'hui, il existe 4 types de responsabilité médicale. La responsabilité civile du professionnel de santé libéral ou de l'établissement de santé privé, la responsabilité administrative des établissements de santé publics, la responsabilité pénale du professionnel de santé et, de manière plus anecdotique, la responsabilité disciplinaire du professionnel de santé. On va commencer par la responsabilité civile du professionnel de santé ou de l'établissement de santé privé. Donc, contre qui est concerné effectivement par cette responsabilité civile? C'est tous les professionnels de santé exerçant à titre libéral, donc en cabinet, en dispensaire, en clinique privée, en centre de santé. Également en hôpital public pour les médecins qui sont sous contrat d'exercice libéral, il y en a de plus en plus aujourd'hui, et les établissements de santé privés qui sont à but lucratif. Deux précisions. Si le médecin est salarié, il ne peut pas être poursuivi à titre personnel, c'est la responsabilité de l'établissement qui doit être recherchée. Donc, ne peut être recherchée à titre personnel que la responsabilité des médecins qui exercent en libéral. Et le chef d'équipe est responsable des fautes qui sont commises par les membres de son équipe. Donc, vous n'avez pas à aller rechercher la responsabilité directe d'une infirmière, d'un interne qui a participé à une intervention chirurgicale, par exemple. C'est le chef d'équipe qui va être responsable de toutes les fautes commises, sauf s'il y a un contrat de soins qui est conclu directement entre le patient et un membre de l'équipe, ce qui est parfois le cas avec notamment les anesthésistes. Sur quel fondement repose la responsabilité du professionnel de santé ou de l'établissement privé? C'est une responsabilité pour faute prouvée. Il faut donc prouver une faute, sauf exception. Les professionnels de santé et les établissements de santé privés ne sont responsables qu'en cas de faute commise dans l'accomplissement d'un acte de prévention, de diagnostic ou de soins. Ça, c'est aujourd'hui intégré dans le Code de la santé publique. Étant précisé que le professionnel de santé n'est pas tenu d'une obligation de résultat, mais d'une obligation de moyens, c'est-à-dire qu'il n'est évidemment pas tenu d'obtenir une guérison, mais qu'il doit mettre en œuvre tous les moyens possibles pour y parvenir, en donnant à son patient des soins conformes aux données acquises de la science à la date des soins. Donc, le médecin s'oblige donc pour soigner son patient à utiliser tous les moyens que lui offre la médecine au moment où il intervient, et il n'est responsable du dommage survenu pendant l'acte médical que s'il a commis une faute consistant à ne l'avoir pas soigné conformément aux données acquises de la science. Sur qui repose la charge de la preuve? Donc, c'est en principe aux malades victimes de l'acte d'apporter la charge de la preuve de la faute médicale. Son action doit être rejetée s'il apparaît que les soins ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science. À l'instar du médecin libéral, la clinique privée n'est pas tenue à l'égard de ses patients d'une obligation de résultat, mais également d'une obligation de moyens, et sa responsabilité ne peut également être engagée qu'en cas de faute prouvée. Étant précisé que les manquements peuvent être effectivement de nature différente, puisqu'à partir du moment où poursuit l'établissement, vous n'allez pas forcément être sur une faute technique, mais souvent sur des fautes qui sont liées à l'organisation, au fonctionnement du service. Notamment, un établissement de santé privé est tenu de procurer à ses patients des soins qualifiés en mettant notamment à leur service des médecins pouvant intervenir dans des délais imposés par leur État. Alors, il existe quelques principes quelques exceptions, au principe de la responsabilité pour faute. La première exception concerne les dommages qui sont causés par un produit de santé défectueux ou par une infection nosocomiale. Donc l'article, effectivement, L 1142-1 du Code de la santé publique le précise. Les professionnels et les établissements de santé ne sont responsables qu'en cas de faute, exception faite des dommages causés par un produit de santé défectueux, ce qui vise évidemment plus particulièrement le sang contaminé, mais ça peut être également des médicaments mal conservés, et pour les établissements, des dommages découlant d'une infection nosocomiale. La deuxième exception légale à la nécessité de prouver une faute, ce sont le cas des recherches biomédicales. Quand vous participez à des expériences, en cas de recherche biomédicale, le promoteur est présumé fautif en cas de dommages. Il doit indemniser les conséquences dommageables de la recherche pour la personne qui s'y prête et pour ses ayants droit, sauf preuve à sa charge que le dommage n'est pas imputable à une faute de sa part ou à celle de tout intervenant.
Les tribunaux ont également dégagé 2 cas dans lesquels la victime n'avait pas apporté la preuve d'une faute. Le premier cas sont les examens de laboratoire courants. Les juges ont admis que le praticien est tenu d'une obligation de résultat pour tous les examens de laboratoire courants et pour les injections intramusculaires. Le deuxième cas, ce sont les blessures qui sont causées par une intervention. Et la jurisprudence a également admis que la faute du chirurgien est présumée dans le cas où il cause à son patient une blessure que son intervention n'impliquait pas nécessairement. Le présumé fautif peut s'exonérer en établissant que la blessure subie par le patient a pour cause une anomalie anatomique de ce dernier. Mais dans ces 2 derniers cas, les examens de laboratoire courants et les blessures causées pendant une intervention, on est sur des créations jurisprudentielles qui sont antérieures à la loi santé publique de 2002, qui, elle, ne consacre effectivement dans les textes, dans le Code de la santé publique, que 2 cas de présomption de responsabilité médicale qu'on vient de voir, celle encourue du fait des produits de santé défectueux et celle encourue du fait des infections nosocomiales. Donc, rien ne permet à ce jour de s'assurer que ces jurisprudences seront maintenues ou qu'elles ne seront plus retenues aujourd'hui par la Cour de cassation. En dehors de ces cas exceptionnels où la faute est présumée, la victime d'un acte médical doit donc prouver une faute du professionnel de santé ou de l'établissement de santé. Mais il doit également prouver un lien de causalité avec le dommage qu'il subit. Le préjudice qu'invoque le demandeur en indemnisation d'un accident médical, ça doit être la conséquence directe du fait dommageable. Le lien de causalité, c'est évidemment une condition de responsabilité du médecin. Alors, je vous ai cité quelques exemples dans lesquels le lien de causalité, notamment, n'a pas été reconnu. Un praticien avait oublié une compresse dans une plaie. C'était bien une faute d'inattention ou de maladresse, mais à partir du moment où il n'était pas démontré que cet oubli avait provoqué ou aggravé un état infectieux, eh ben, il n'y a pas d'engagement de la responsabilité de ce médecin. Un deuxième exemple, un dentiste qui avait laissé par maladresse échapper ce qu'on appelle un tire-nerf, donc c'est une toute petite broche qui est introduite dans les canaux dentaires, qui avait été avalée par le patient. Le patient va voir un chirurgien qui décide de pratiquer avec son consentement une intervention pour extraire cet instrument. L'intervention a lieu mais ne permet pas de récupérer l'instrument avalé. Par contre, il laisse des séquelles sérieuses au patient. Et quelques jours après, le tire-nerf est évacué par les voies naturelles. Alors, dans un premier temps, les juridictions avaient condamné à la fois le chirurgien et le dentiste dans le cadre d'un partage de responsabilité. Le dentiste a formé un pourvoi pour défaut de causalité entre sa faute et le dommage qui était consécutif uniquement à l'intervention chirurgicale inutile et pas à sa maladresse. Et la Cour de cassation a effectivement écarté sa responsabilité pour défaut de lien de causalité. Donc, il ne suffit pas de commettre une faute, une erreur, une maladresse, mais encore faut-il que cette erreur ait entraîné directement le dommage dont souffre le patient. Il faut rapporter la preuve, ce qui est loin d'être évident quand vous êtes le patient effectivement profane, et il faut que cette erreur ait causé un dommage direct. Par exemple, le personnel soignant d'un hôpital qui avait autorisé un patient à quitter l'établissement après une coloscopie, l'état du patient s'était aggravé au point d'être hospitalisé à nouveau d'urgence et 7 jours plus tard, le patient mourait d'une insuffisance hépatocellulaire qui n'avait pas été diagnostiquée lors des précédentes interventions. Là encore, la Cour de cassation a approuvé les juges du fond d'avoir rejeté la demande en réparation de l'épouse de la victime parce qu'aucun lien n'était établi entre les fautes alléguées du personnel soignant et le décès du patient. Quelques exemples maintenant de décisions reconnaissant le lien de causalité. Un médecin accoucheur qui avait commis des fautes dans l'utilisation de forceps et provoqué des lésions cérébrales chez un enfant qu'il aidait à naître. L'enfant était décédé quelques jours après malgré des soins intensifs. Le médecin condamné pour homicide involontaire a également été reconnu responsable sur le plan civil, ces fautes étant à l'origine directe des lésions cérébrales, seule et unique cause de la mort de l'enfant nouveau-né. Deuxième exemple, un chirurgien qui avait placé une personne opérée dans une position mal adaptée à l'intervention. Les juges du fond ont reconnu que cette faute était à l'origine directe du processus de détresse neurologique observé immédiatement après et qu'elle était la cause de la mort de la patiente survenue par contre 2 ans plus tard après un épisode comateux de multiples complications et des séquelles neurologiques. Donc ce praticien a été considéré comme ayant causé directement le dommage qui est en l'occurrence lourd puisqu'il s'agit de la mort de son patient.
Notion de perte de chance quand le lien de causalité n'est ni établi ni écarté. Vous avez des situations où le lien de causalité, il est effectivement très probable, mais on n'arrive pas à l'établir avec certitude. Dans ce cas, les tribunaux vont avoir tendance à recourir à ce qu'on appelle la notion de perte de chance pour pouvoir quand même accorder aux victimes une réparation, mais cette réparation sera partielle. On parle de perte de chance de guérison ou de perte de chance de survie. Quelques exemples. Un anesthésiste avait commis une faute, mais sans qu'il soit certain qu'une démarche thérapeutique différente aurait pu modifier l'état du patient. Dans ce cas, la Cour de cassation en a déduit que la faute avait seulement privé ce patient d'une chance d'éviter l'accident et d'en subir les séquelles, et il a eu droit donc à une réparation partielle de son préjudice. Une affaire dans laquelle une partie du dommage était déjà réalisée lors du diagnostic initial, mais où il a été prouvé qu'un établissement plus rapide du diagnostic exact aurait donné au patient une chance de subir des séquelles moindres. Là aussi, on considère qu'il y a eu simplement une perte de chance de guérison et ça ouvre droit à une réparation qui ne sera que partielle. Troisième cas, une correction plus rapide d'un diagnostic erroné aurait donné une chance au patient d'éviter une amputation. Donc là encore, on considère qu'il n'y a pas une responsabilité intégrale, mais une responsabilité partielle du médecin pour une perte de chance. La preuve du lien de causalité quand on est sur une situation de défaut d'information. Lorsque la faute reprochée au médecin est un défaut d'information, on distingue deux cas. Le cas où l'intervention était de toute façon inévitable. Dans ce cas, les tribunaux vont considérer que le patient l'aurait accepté même s'il avait été pleinement informé des risques. Et le médecin qui n'a pas informé le patient du risque ne sera tenu de réparer non pas le préjudice corporel, mais uniquement un préjudice moral. Je vous donne un exemple pour comprendre la responsabilité partielle du médecin en cas de défaut d'information lorsque l'intervention est inévitable. Un patient a été opéré d'une récidive de hernie inguinale. En raison de circonstances pathologiques, l'intervention était inéluctable, mais elle présentait le risque de provoquer la nécrose d'un testicule, ce dont le malade n'avait pas été averti. Le risque s'est concrétisé. En l'absence de toute faute technique du chirurgien, sa responsabilité a été écartée pour ce qui concerne le préjudice physique, mais elle a été retenue en revanche en ce qui concerne le préjudice moral, qui était lié au défaut d'information. Il a été considéré que l'absence d'information avait empêché le patient de se préparer à l'éventualité d'une mutilation consécutive à cette nécrose. Donc on est là encore sur une responsabilité qui va être partielle. Par contre, lorsque l'intervention n'était pas inéluctable, le défaut d'information constitue bien, on considère qu'il a causé l'entier dommage, puisque mieux informé, le patient aurait pu choisir de ne pas courir les risques de l'intervention, et donc dans ce cas, le médecin est bien tenu de réparer l'entier préjudice, à la fois corporel et moral. Donc un exemple, patient souffrant de surdité qui s'est vu offrir un choix entre la possibilité d'un appareillage ou une intervention chirurgicale présentant un risque sérieux de paralysie faciale dont le patient n'avait pas été averti et qui s'est réalisé. Le médecin a été condamné à réparer le dommage consécutif à cette paralysie parce que le défaut d'information avait empêché le patient de prendre une décision en pleine connaissance de cause. Il était donc à l'origine directe du dommage. Je voulais évoquer également le cas particulier de la naissance d'un enfant dont le handicap n'a pas été décelé pendant la grossesse alors que la future mère a fait procéder à un diagnostic prénatal ne révélant pas d'anomalie au dire du médecin, mais qu'elle met finalement au monde un enfant handicapé. C'est une situation qui a donné lieu à énormément de jurisprudence et qui a donc été finalement traitée définitivement par la loi santé du 4 mars 2002, où il est considéré que le préjudice subi par l'enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse ne peut plus être indemnisé par le praticien ou par l'établissement de santé impliqué et que sa compensation relève de la solidarité nationale. Donc ça n'est plus une cause d'engagement de responsabilité pour faute prouvée du médecin, mais effectivement une prise en charge ensuite au titre des accompagnements qui peuvent être offerts par l'État. Le patient victime, donc on l'a vu, a la charge de prouver le lien de causalité aussi bien d'ailleurs dans les cas de responsabilité pour faute que dans les cas de responsabilité sans faute, mais cette charge est évidemment allégée dans les cas de responsabilité sans faute, puisqu'en cas de victime, on l'a vu, de produits défectueux ou de maladies nosocomiales, ou en cas de victime de vaccins obligatoires, les présomptions graves et concordantes vont suffire. On ne va pas demander à la victime d'apporter une preuve qui va être plus stricte que le simple fait d'apporter des présomptions graves et concordantes entre la survenance du dommage
et le fait d'avoir reçu un produit défectueux ou d'avoir développé une maladie nosocomiale. Devant quelle... Alors, une petite précision également sur les victimes de vaccins. Je ne sais pas si je l'ai intégré d'ailleurs dans le tableau ou pas, non. Les victimes de vaccins, alors là, il y a une grande incertitude qui règne quand vous poursuivez un médecin libéral ou un établissement de santé privé, contrairement à un établissement de santé public. Donc, je vais y revenir pour être effectivement indemnisé quand on considère qu'on a développé une maladie suite à l'administration d'un vaccin, et il y a notamment énormément de jurisprudence qui concerne le développement de la sclérose en plaques à la suite des vaccins contre l'hépatite B. Là, vous avez des décisions qui sont extrêmement différentes et une appréciation au cas par cas par la Cour de cassation. Alors que, on va le voir tout à l'heure, quand on s'est fait administrer ce type de vaccin dans un hôpital public, il y a une jurisprudence qui est beaucoup plus encadrée du Conseil d'État. Alors, devant quelle juridiction poursuivre les médecins libéraux et les hôpitaux privés? La responsabilité des médecins libéraux travaillant en cabinet de ville ou en hôpital privé à but lucratif ou en hôpital public s'ils ont commis une faute médicale détachable du service. On va voir ce qu'est une faute médicale détachable du service lorsque on est un médecin qui intervient en hôpital public. Il faut poursuivre ces médecins devant l'ordre judiciaire, c'est-à-dire devant le tribunal judiciaire en première instance, puis la cour d'appel et éventuellement la cour de cassation. Dans quel délai peut-on agir? 10 ans. C'est 10 ans à compter de la consolidation, avec cette précision que la consolidation n'est pas la guérison. Souvent, on confond les deux. La consolidation, c'est la stabilisation, c'est-à-dire lorsque l'état de santé n'est a priori plus susceptible d'évoluer à court ou moyen terme. Mais ça ne signifie absolument pas que vous êtes guéri. 10 ans à compter donc de la consolidation ou de la manifestation du dommage et de son aggravation, selon les dispositions du Code civil. Une précision importante concernant l'aléa thérapeutique. L'aléa thérapeutique, c'est la réalisation, en dehors de toute faute du praticien, d'un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui n'a pas pu être maîtrisé. La médecine n'est pas une science exacte, le risque zéro n'existe jamais et il peut toujours survenir des complications en dehors de toute faute ou de toute négligence d'un médecin ou d'un établissement de santé. La réparation dans ce cas des conséquences de l'aléa thérapeutique n'entre pas dans le champ des obligations dont un médecin est contractuellement tenu. Donc, vous n'allez pas pouvoir poursuivre à titre personnel le médecin ou l'établissement de soins pour la réparation de cet aléa thérapeutique, mais il est pris en charge par ce qu'on appelle la solidarité nationale via l'OMNIAN, donc l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, dès lors que la réalisation de cet aléa a eu des conséquences d'une certaine gravité. C'est l'OMNIAN qu'il faut mettre en cause et qui va indemniser le patient. Voilà pour la responsabilité des professionnels de santé libéraux et des hôpitaux privés.